Accroître la pression sur le groupe État islamique, c'est le message qu'est venu délivrer hier le ministre de la Défense en visite à Bagdad. Pour Jean-Yves Le Drian, 2016 doit être l'année du début de la fin pour Daesh. Mais s'ils perdent du terrain au niveau territoire, les djihadistes mènent bien la lutte sur Internet pour diffuser leur propagande et recruter. Pascal Lardelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur, professeur à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Le dernier qui est apparu il y a quelques semaines, Génération 3.0, enfants et ados à l'ère des cultures numérisées. C'est aux éditions EMS. Vous connaissez très bien tout ce qui concerne ces nouvelles technologies et les jeunes, l'usage qu'ils en font. Vous étiez d'ailleurs venu il n'y a pas très longtemps sur ce plateau pour en parler dans une chronique éducation. Qu'est-ce qui vous a amené déjà à vous intéresser au djihadisme sur Internet ? Alors dans un premier temps, c'est vrai que je m'intéresse depuis une quinzaine d'années au sujet des cultures numériques des ados et à ce titre-là, forcément, dans les conférences que j'ai pu donner devant des parents, des éducateurs, des enseignants, la question des dangers d'Internet revient assez régulièrement. Et c'est vrai que les dangers d'Internet, c'est quand même un serpent de mer qui revient quand on évoque les pratiques de nos jeunes sur Internet. Et bien évidemment, on ne savait pas que l'hydre qu'on évoque aujourd'hui allait sortir de la boxe assez récemment. Et c'est vrai que 90% des jeunes basculant dans la radicalisation et les djihadisme le font via Internet et les nouvelles technologies. Donc c'est un chiffre assez terrifiant qui pose des questions, qui pose un 90%. Là, on parle vraiment des jeunes parce qu'on a beaucoup parlé de la radicalisation en prison, mais là, on parle vraiment des jeunes. Vraiment, et donc je tiens ce chiffre de Bernard Cazeneuve, notre ministre de l'Intérieur. On sait que Manuel Valls et jusqu'à notre président se sont saisis de ce sujet extrêmement préoccupant. Donc ça pose des questions aux chercheurs dont je suis, et il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. On va y revenir longuement. Et puis bien évidemment, ça pose des questions au pouvoir public, puisque c'est un défi majeur qui est posé et imposé à nos démocraties, à notre République. Et c'est d'autant plus inquiétant que les djihadistes maîtrisent parfaitement ce que vous appelez les TIC, ces technologies d'information et de communication. Alors en fait, ce qui est étonnant quand on se penche sur ce sujet, c'est un paradoxe qui est complètement assumé par tous ces mouvements terroristes et par le djihadisme. C'est qu'en fait, il y a d'un côté la barbarie la plus absolue, qui est complètement assumée et décomplexée. L'illustration la plus abjecte, ce sont bien sûr les décapitations, filmées plein écran et mises en ligne ensuite. Et d'un autre côté, une maîtrise extrêmement fine, et j'ose à peine dire le mot professionnel, dans un premier temps des codes narratifs, graphiques et relationnels des nouvelles technologies, et je vais y revenir dans un petit moment. Dans un deuxième temps, une maîtrise de la temporalité et des symboles qui parlent aux médias. Et c'est vrai que tous ces attentats sont produits pour être relayés à l'infini par les médias. Et puis dans un troisième temps, et c'est très important, une maîtrise de toutes les techniques psychologiques de manipulation, de soumission et de prise de contrôle véritablement des individus. Et des jeunes en l'occurrence. Vous parliez de ce chiffre terrible, 90% des jeunes donc, qui basculeraient via Internet. On remarque aussi que les djihadistes sont de plus en plus jeunes. C'est le groupe qui connaît la plus forte croissance. J'ai relevé ce chiffre aussi. Ce sont les 12-17 ans, d'après deux chercheurs, Scott Atran et Nafez Hamid. Et plus les nouvelles technologies permettent, avec le Wi-Fi, avec les smartphones, les tablettes, etc., d'être présentes partout, et notamment dans les chambres, notamment dans les transports en commun, notamment dans tous les lieux où il y a une quinzaine d'années, c'était encore un Internet filaire, ou en tout cas avec la DSL. Et maintenant, c'est vrai que partout, on est connecté avec la possibilité, effectivement, de visionner des choses, d'être pris dans des groupes de discussion djihadistes, etc., etc. Sachant que ce que je disais tout à l'heure sur la maîtrise de tous ces codes médiatiques et numériques, c'est à des fins de propagande, dans un premier temps. C'est à des fins de terrorisme au sens le plus étymologique, de terroriser véritablement les opinions et puis de sidérer nos dirigeants. Et puis, c'est à des fins de prosélytisme, c'est-à-dire de recrutement. Et on le dit aussi que cette organisation État islamique contrôle encore mieux Internet qu'Al-Qaïda. Alors c'est vrai qu'on parle actuellement d'un recul, on voit via les médias justement que l'État islamique en Syrie, etc., est battu en brèche, et c'est vrai que c'est un repli sur ce territoire numérique, cet immense Far West numérique que constitue Internet. C'est un espace... Ça permet de contrebalancer justement. À certains égards, oui, parce que c'est un espace de propagande, de diffusion de leurs idées, et puis surtout de prosélytisme et de recrutement. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, et on peut parler un petit peu aussi, c'est important, de toutes les logiques sectaires qui sont à l'œuvre dans la manière dont on va approcher des jeunes qui sont en perte d'identité, en quête d'idéal, je mets un gros guillemet à idéal quand même, et puis tout doucement on va les approcher. Alors racontez-nous un peu comment ça se passe concrètement, cet embrigadement
à la façon un peu d'une secte, comme vous le dites? Alors, dans un premier temps, bon, il y a un terrain, dirait un psy que je ne suis pas, et c'est vrai qu'il y a des vulnérabilités d'un point de vue psychologique chez les gens qui ont une propension à être séduits par ces discours. Oui, et mais puis, cette vulnérabilité, quelque part, elle existe chez tous les adolescents à cet âge-là. elle On veut se n'excuse démarquer rien. des Oui, parents. tout à fait. Parce que c'est vrai qu'après, on pourrait aussi faire un lien anthropologique avec l'adolescence, qui est effectivement, vous venez de parler de leur tranche d'âge, et donc l'adolescence est un moment de la vie, C'est de un moment quête clé, identitaire, justement. de quête d'idéal, et puis aussi de mise en danger, voire de fascination pour la mort. Voilà. Hein, les anthropologues appellent ça les ordalies, le fait qu'on va se mettre en danger, qu'on va avoir une fascination pour la mort. De goût même pour l'aventure, sans avoir une fascination pour la mort. Bien évidemment, ce qui régit, à mon avis, l'intégralité de tous ces discours djihadistes, c'est quand même une pulsion de mort. Hein, et c'est vrai que s'ils nous attaquent, comme ils ont pu nous attaquer encore assez récemment, c'est qu'on incarne à certains égards une pulsion de vie, hein, et un plaisir qui s'assume. Pas seulement le goût de la mort, parce qu'il y a aussi de plus en plus de femmes, on en parle, qui partent. Et ces femmes, des fois, ou ces jeunes filles, plutôt, elles sont attirées aussi parce qu'on leur dit qu'elles vont s'occuper, par exemple, des enfants. Oui, vous avez raison, parce que l'État islamique... Et là, c'est plus un but humanitaire qu'on leur... Il faut mettre des guillemets à État islamique, d'ailleurs, il faudrait l'appeler l'organisation État islamique, parce que ça n'est pas un État. Ils cherchent à s'institutionnaliser, etc., etc. Et donc, c'est un cadeau à leur faire, à mon avis, que de les appeler par cette locution. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, effectivement, on va induire les sergents recruteurs, guillemets, de ces organisations djihadistes, vont repérer des gens sur Internet qui ont la fragilité, mais vous avez raison de le rappeler, c'est pas parce qu'on est en quête d'identité, d'idéal, etc., qu'on doit forcément aller vers ces choses-là. Hein. Je veux dire que tout ce que je dis là explique, mais n'excuse et ne justifie en rien. Et je crois que c'est important de le dire eu égard au respect qu'on doit aux victimes et à leurs proches. Donc ça, c'est très important. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une maîtrise très très fine, je le disais tout à l'heure, de techniques mentale, psychologique, de manipulation, qui est vraiment celle des sectes. Dans un premier temps, dès qu'on a repéré un jeune qui se pose des questions sur sa vie, sur le sens de sa vie, etc., eh bien, il y a pas mal de bouquins de gens qui sont revenus de là-bas ou qui ont été approchés. Je pense notamment à un ouvrage qui s'appelle « Dans la peau d'une djihadiste », qui raconte vraiment comment on peut être recruté en étant induit dans des discours qui vont flatter, qui vont promettre, eh bien, comme vous le dites, d'être utiles, dans un monde idéal, guillemets, hein, c'est ce qu'on appelle le millénarisme. C'est-à-dire qu'on va être acteur d'un nouveau monde. Et puis, il y a tout un ensemble d'autres logiques, de paranoïa, c'est très important. Il y a une espèce d'obsession de la pureté. Donc, soudain, quand on est en phase de conversion, tout votre entourage devient impur. Oui, c'est l'alimentation, les médias, la musique. Il faut isoler le jeune aussi du reste de son entourage. Bien évidemment, et c'est pour ça que je reviens encore une fois aux logiques sectaires, c'est qu'on va l'isoler de son environnement. Il ne faut plus aller à l'école, il ne faut plus écouter l'éducation nationale, il ne faut plus écouter de musique, etc., etc. On va flatter les gens, on va même, et les ouvrages que je cite à l'instant le montrent très bien, induire ces jeunes dans des logiques de connivence, d'humour. On va les valoriser, effectivement, et puis on va leur dire qu'ils sont des élus. Et à ce titre-là, forcément, eh bien, on trouve là une reconnaissance qu'on n'a peut-être pas dans la société, où j'y venais tout à l'heure, il y a une vulnérabilité, puis aussi des frustrations. Et Pascal Lardelier, vous allez jusqu'à parler de processus non seulement psychologiques, mais aussi algorithmiques. Oui. Alors ça, c'est très important. C'est que, vous le savez très bien, dès lors qu'on fait une requête sur Internet, dès lors qu'on s'intéresse à un sujet, les algorithmes des moteurs de recherche, eh bien, vont avoir une propension à vous proposer de plus en plus des on le voit liens. Quand on achète quelque chose. On le voit quand on achète quelque chose. Et on va vous proposer des liens qui, effectivement, spontanément, vous renvoient à des choses. Bien évidemment, quand vous commencez à demander comment prier en ligne, etc., que vous cliquez, vous allez entrer à votre corps défendant. Enfin bon, je mets des guillemets aussi, parce qu'on ne devient pas non plus terroriste ou djihadiste à l'insu de son plein gré. Hein, bon. Oui. Mais ceci étant dit, on va cliquer et tout doucement, on va être dans des communautés de likes, dans des forums de discussion, on va être exposé à des contenus qu'on va avaliser par la force des choses. Et c'est vrai que s'il y a des processus psychologiques à l'œuvre, il y a aussi, et ça c'est quelque chose d'étonnant que j'ai découvert en menant cette enquête, il y a des processus véritablement algorithmiques qui font qu'à un moment donné, vous êtes exposé dans un premier temps à des contenus et puis que vous appartenez à une communauté valorisante, etc. etc. Et on revient sur ce que je disais tout à l'heure. Parfaitement étudié, préparé. On va peut-être en venir aux solutions, car le temps avance. Pascal Lardelier, on a vu le gouvernement s'est mis sur les réseaux sociaux, avec Facebook, Twitter, Stop Djihadisme. Mais qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour contrer cette propagande ? C'est un énorme débat, c'est un énorme défi qui est imposé à nos démocraties et dont les pouvoirs publics et les chercheurs se sont saisis. C'est pas évident. Alors il y a des réponses juridiques, bien évidemment, il y a des réponses pénales.
Il y a des réponses qui doivent passer, me semble-t-il, par l'éducation, parce que je pense que éduquer à la citoyenneté, bien qu'on voit qu'elle est vraiment en ce moment ébranlée durement, mais éduquer à la citoyenneté, éduquer au vivre ensemble, ce sont des grands principes, un peu tarte à la crème, dit comme ça, mais que tu as vraiment des valeurs fondatrices, à mon avis, sur lesquelles on devrait, dans l'idéal et dans l'absolu, ne pas transiger. Et puis je crois, et c'est important, finalement, le fait qu'autant de gens sombrent là-dedans, c'est qu'on vit aussi une époque de ce que les sociologues appellent d'individualisme connecté. Et c'est vrai que les personnes qui sombrent là, c'est parce que quelque part, on recherche une identité et une communauté. Et je crois qu'il faut redonner, mais là c'est plus le citoyen que le chercheur qui parle, je crois qu'il faut redonner un souffle véritablement à l'idéal républicain. Il ne faut pas sacraliser la laïcité, mais je crois qu'il faut redonner vraiment un souffle à l'idéal républicain. Et c'est vrai qu'on doit essayer par des rites, par des célébrations, et on voit qu'actuellement c'est le peuple lui-même qui se saisit de tout ça, quand il y a une absence de réponse, voire une panne des politiques, eh bien je crois qu'il faut vraiment redonner un souffle. Alors j'emploie pour conclure, je n'emploie pas le mot souffle de manière innocente. L'étymologie du mot enthousiasme, c'est pris dans le souffle des dieux. Et je crois qu'on doit enthousiasmer l'esprit démocratique et enthousiasmer la République. Merci, on pourrait encore en parler longuement. Pascal Lardelier, chercheur, professeur à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Je rappelle votre dernier ouvrage, Génération 3.0, aux éditions EMS. Le 14-16 continue dans un instant, le rappel de l'actualité. Sur LCI, l'essentiel de l'info.